Alors, j'ai encore un message, voilà. Donc, sur les séries, alors, le premier exercice demande déjà un certain nombre de connaissances sur les séries. Donc, c'est pour ça que j'ai fait en sorte de bien avancer. Et là, vous avez déjà eu tout le cours sur les séries, donc vous avez déjà un recul sur ce cours sur les séries pour pouvoir aborder, je dirais, n'importe quel type de série. Et vous allez voir que dès le premier exercice, il faut se poser des questions sur quel est le type de série auquel on a affaire. Et ça, c'est toujours, je pense, sur les premiers exercices que vous aurez, à chaque fois la question à se poser. Alors, en particulier, il y a un type de série et à identifier. Précisément, ce sont les séries à terme positif. Et puis aussi, il y a un deuxième type que sont les séries alternées. Et enfin, dans le cas où il n'y a pas de, enfin, il y a des problèmes de signe, il n'y a pas un signe constant sur le terme général de la série, ce sont les séries qui sont absolument convergentes. Voilà, donc ça c'est déjà une première remarque, c'est-à-dire avoir un petit peu de recul là-dessus et tout de suite identifier le type de série. Alors, prenons la première, donc là UN est défini par le n carré plus 3n plus 4 sur 2n carré plus 17n moins 7. À part l'histoire du moins 7 au dénominateur, tout le monde est positif ici. Alors, il y a moins 7 au dénominateur, c'est vrai, mais vous avez aussi du 2n carré plus 17n. Donc, il est assez simple de voir qu'à partir de n égale 1, par exemple, le dénominateur sera positif. Alors, même s'il y avait eu au dénominateur moins 350 à la place de moins 7, à partir de n, je dirais assez grand, et vous pouvez même vous contenter de dire pour n assez grand, le dénominateur serait positif, même si on avait moins 350 à la place du moins 7. Donc en fait, pour n assez grand, bon ici c'est n égale 1, mais à partir d'un certain rang, tous les termes de la série sont positifs, donc on est sur une série à terme positif. Et pour ces séries à terme positif, donc on a un certain nombre de critères. Voilà, donc il faut essayer déjà de mettre les choses dans des cases si on peut pour régler ça comme ça. Donc là, on a une série donc on a reconnu une série à terme positif. Alors, une méthode très classique et très simple pour les séries à terme positif, c'est si on peut travailler avec un équivalent. Et donc ici, on a un équivalent, donc l'équivalent du numérateur, c'est n carré. L'équivalent du dénominateur, c'est 2n carré. Ce sont les termes prépondérants, hein. N carré est le terme prépondérant pour le numérateur. 2n carré est le terme prépondérant pour le dénominateur. Ce genre d'affirmation-là, il n'y a pas besoin de... Vous l'écrivez directement, hein. Voilà, il faut dire directement que donc UN est équivalent à n carré sur 2n carré, que j'ai simplifié en 1 demi. J'allais dire quelque chose. Donc ceci, c'est quand n tend vers plus l'infini. À partir de là, donc on a le terme général de la série, qui est équivalent à 1 demi, donc ça veut dire que le UN tend vers 1 demi quand n tend vers plus l'infini. Et bien là, on peut tout de suite conclure. On a vu une condition nécessaire de convergence des séries. Si une série converge, alors le terme général tend vers 0. Et donc là, on a la négation de la contraposée, hein. Donc on est sur un raisonnement où le terme général de la série ne tend pas vers 0, 1 demi n'est pas égal à 0, voilà. Donc la série ne peut pas converger. La série diverge, on dit même diverge grossièrement. Euh, voilà. Donc c'est parce qu'il y a des séries alors divergent grossièrement dans le sens où on pourrait très bien avoir un terme général qui tend vers 0, mais la série diverge. J'ai bien dit, le terme général tend vers 0, c'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante. C'est une condition nécessaire, elle n'est pas remplie, et quand elle n'est pas remplie, on dit que la série diverge grossièrement. Donc voilà, là c'est réglé. Typiquement, c'est une série sur laquelle il faut que vous régliez les choses. J'ai pris le temps d'expliquer, hein, mais il faut que ce soit fait en une vingtaine de secondes maximum. Voilà. Alors, la deuxième série, on a du logarithme. Potentiellement, l'image du logarithme pourrait être négatif, mais ici, c'est le logarithme de 1 plus un nombre positif. Donc, on est sur l'image d'un logarithme d'un nombre qui est compris dans 1 plus l'infini. Donc, le logarithme, là, l'image du logarithme est positive. Le 1 sur racine de n aussi. On est encore sur une série à terme positif. Donc, on peut sortir les critères des séries à terme positif.
Est-ce qu'on peut travailler sur un équivalent? Oui, tout simplement, puisque ln de 1 plus u quand u tend vers 0 est équivalent à u. On peut multiplier les équivalents, oui c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, on peut diviser et multiplier les équivalents, donc là on multiplie les équivalents, donc on multiplie le 1 sur racine de n qui est équivalent à lui-même, par l'équivalent de logarithme de 1 plus racine de n qui est 1 sur racine de n. Donc on a le un qui est équivalent au produit des 1 sur racine de n, c'est-à-dire équivalent à 1 sur n. Alors cette fois-ci, le terme général 1 sur n tend bien vers 0. Alors attention, n'écrivez surtout pas d'équivalent à 0, hein, je rappelle, ça c'est une grosse bêtise. Donc le terme général là, tend vers 0, puisqu'il est équivalent à 1 sur n. Donc la condition nécessaire de convergence est remplie, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et maintenant, que fait-on? Donc quand on a un équivalent, eh bien, on va comparer la série avec la série des sigma des 1 sur n. On sait que donc un des théorèmes, hein, un est équivalent à 1 sur n, donc la nature de la série sigma des un, c'est la même que la nature de la série sigma des 1 sur n. Quand je dis la nature, je parle de convergence ou divergence de la série. Donc sigma des 1 sur n, alors là c'est une série de référence, hein, là il ne faut surtout pas hésiter. Série de Riemann, on a démontré, donc là c'est du 1 sur n puissance alpha avec alpha qui vaut 1. Or on sait que pour qu'il y ait convergence, il faut du 1 sur n puissance alpha avec un alpha constant, j'insiste, strictement plus grand que 1. Donc là il est constant, le alpha il vaut 1, mais il n'est pas strictement plus grand que 1, donc sigma des 1 sur n diverge. On avait démontré par une comparaison série intégrale, hein, il faut le savoir aussi, que sigma des 1 sur n diverge, mais tend vers plus l'infini, en plus infini est équivalent à logarithme de n. Donc ça tend lentement vers le plus infini, soit très lentement, mais bon, ça tend vers plus l'infini. Donc la série diverge, et là on ne dit pas qu'elle diverge grossièrement, puisque le terme général tend vers 0, on dit juste qu'elle diverge. Alors voilà pour cette deuxième série. La troisième série, un égale 1 sur ln de n. Donc là, on a une série qui est à terme positif, pour n est supérieur ou égal à 2, donc série à terme positif encore. Alors un équivalent, ln de n au dénominateur est équivalent à ln de n, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, on est perdu pour les équivalents, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Alors, quand on n'a pas d'équivalent, on a d'autres méthodes. Donc, une autre méthode, et c'est pour ça que je disais tout au début, là, faut absolument avoir en tête toutes les méthodes possibles et tous les angles d'attaque possibles. Donc, une autre méthode, alors c'en est une qui n'est pas toujours évident pour vous, c'est une méthode de comparaison. Donc comparaison, et là l'idée c'est que on va comparer donc le terme de la suite un, on va essayer de voir, donc il tend vers 0, hein, à nouveau le terme général ici, donc il tend vers 0, mais est-ce qu'on peut essayer de le comparer à une série classique? Alors pour ça il y a plusieurs méthodes. Entre autres, donc là j'ai comparé le dénominateur à n. Et donc logarithme de n est inférieur ou égal à n dès que n est supérieur ou égal à 2. Donc ça c'est une inégalité qu'on avait vue en début d'année, elle va resservir ici. Donc en passant à l'inverse, on a 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1 sur ln de n. Et donc ceci dit que pour l'inégalité qui est ici, là, ça signifie que le terme général va être plus grand que le terme général de la série sigma des 1 sur n. Donc il est plus grand, on est toujours sur des comparaisons de séries à terme positif. Hein. Si le terme général est plus grand que le terme général d'une série qui diverge, alors la série diverge. Et donc on a comme ceci une comparaison. Une autre façon de comparer, je ne l'ai pas fait, une autre façon de comparer, ce serait de multiplier le un par un n puissance alpha. Alors, quel n puissance alpha? Eh bien ici, ouais, non, c'est pas très, non, ça va pas être très parlant ici. Je vais pas le faire. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard, quand ce sera plus clair. En tout cas, l'idée que j'allais évoquer ici, c'est de prendre le terme général un et de le multiplier par un n puissance alpha avec un certain alpha, soit strictement plus grand que 1, soit strictement plus petit, mais là ce sera pas forcément évident d'expliquer les choses. Ok, donc ça c'est terminé. Série numéro 4, un égale factoriel n sur n puissance n.
Alors, à nouveau, une série à terme positif. Donc, on va sortir les critères des séries à terme positifs. Un équivalent. Un équivalent de la factorielle, c'est pas évident. Alors, il y a une formule pour ça qui s'appelle la formule de Stirling. Mais on va s'en passer, on peut très bien s'en passer, il y a beaucoup mieux à faire. Pareil pour le dénominateur n puissance n, pas grand chose à faire. Par contre, ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que la factorielle, c'est un produit, et le n puissance n, c'est aussi un produit. Donc finalement, le un, on peut l'écrire sous forme d'un produit. Et un produit, ça se marie très bien avec les quotients. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la règle d'Alembert, c'est-à-dire de regarder le quotient. Donc là, absolument sur ce type de série, surtout quand vous avez de la factorielle, quand vous avez des factoriels, eh bien les factoriels se prêtent très bien au fait de mettre des quotients, puisque les factoriels vont disparaître dans le quotient. Donc la règle d'Alembert, le critère, on l'a vu, hein, c'est le calcul de un plus 1 sur un. Voilà. Le quotient un plus 1 sur un. Ça rentre au niveau du cours dans le cadre comparaison avec une série géométrique. Donc on va comparer en fait notre terme un à une série géométrique. Puisqu'une série géométrique, on va un plus 1 égale une certaine constante fois un. Donc là on va voir comment on peut... alors on n'a peut-être pas une constante, mais on va voir ce qui se passe au niveau du quotient. Donc on regarde le un plus 1 sur un, et donc on a du factoriel n plus 1 sur factoriel n qui se simplifie en n plus 1, et puis il va rester du n puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1. Le dénominateur n plus 1 puissance n plus 1, c'est n plus 1 fois n plus 1 puissance n. Donc on a des n plus 1 qui se simplifient, et on tombe sur n plus 1 puissance n. Alors, grosse méfiance ici, je vais encadrer ce résultat-là. Je me rappelle très très bien qu'on avait eu des discussions en cours ensemble là-dessus, entre autres avec Théophile, mais t'étais pas le seul Théophile. Pourquoi? Parce que là, la question c'est, donc on peut écrire n sur n plus 1, le tout à la puissance n. Et n sur n plus 1, soit on regarde la puissance, soit on regarde le quotient n sur n plus 1. Quelle est la bonne méthode? Eh bien, ni l'une ni l'autre. J'insiste, on a ici n sur n plus 1 avec un exposant qui varie. Quand l'exposant varie, il faut absolument passer à l'exponentielle. Donc, on a de l'exponentielle n, ln de n sur n plus 1. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. Mais le n sur n plus 1, je l'ai transformé en n, le numérateur, n plus 1 moins 1, pour faire apparaître du 1 moins 1 sur n plus 1. Donc ce genre de choses ici, on a un exposant de plus en plus grand, le quotient n sur n plus 1 tend vers 1, d'un côté ça tend vers 1, d'un autre côté ça tend vers l'infini, que se passe-t-il? Seul un passage à l'exponentielle et un équivalent va nous permettre de nous en sortir ici. C'est très classique, il faut savoir le faire et surtout pas tomber dans un piège quelconque en disant, par exemple, le quotient n sur n plus 1 tend vers 1, donc 1 puissance n c'est 1, donc ça tend vers 1. C'est faux. Alors, on a donc cette transformation, on est passé à l'exponentielle, le n sur n plus 1, il tend vers 1, donc comme il tend vers 1, il faut l'écrire sous la forme 1 plus ou moins quelque chose qui tend vers 0. Donc là, vous utilisez la bonne vieille technique à la Robin des Bois, on rajoute 1, on soustrait 1, et donc on tombe sur ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Arrivé là, le logarithme, on peut en avoir un équivalent, il est équivalent à moins 1 sur n plus 1. On peut multiplier par n puisqu'on peut multiplier par les équivalents. Donc l'exposant, enfin ce qui est en exposant, est équivalent à moins n sur n plus 1, et donc ce qui est en exposant tend vers moins 1. Ce qui est en exposant tend vers moins 1. Ensuite, on compose par la fonction exponentielle qui est continue, et donc la limite d'une certaine suite ici, donc la certaine suite c'est ce qui est en exposant là. Donc la limite de l'exponentielle d'une certaine suite qui tend vers moins 1, ça tend vers l'exponentielle moins 1. C'est la continuité de la fonction exponentielle qu'on utilise ici. C'est l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins 1, et donc ça tend vers exponentielle de moins 1. Donc, finalement, notre quotient, c'est ça qui est intéressant maintenant, pour revenir à la série, notre quotient un plus 1 sur un, après ce passage technique, tend vers exponentielle moins 1. E de moins 1, la question qui se pose à chaque fois, c'est quand un plus 1 sur un tend vers à une limite finie, est-ce que cette limite est strictement plus petite ou strictement plus grande que 1?
Si elle est égale à 1, vous êtes fichu, on peut rien dire, il faut se débrouiller autrement. Si elle est strictement plus petite que 1, dans ces cas-là, la série converge, c'est notre cas ici. Si la limite serait strictement plus grande que 1, la série divergerait. Donc voilà, typiquement sur ce type de série avec des factoriels, il faut penser à la règle de d'Alembert, calculer le quotient un plus 1 sur un, passer par ce passage technique de un plus 1 sur un, en déduire la limite ici en passant à l'exponentielle parce qu'on a un exposant qui n'est pas constant. Et ensuite on regarde la limite, quand il y a une limite, il y a une limite ici, elle est dans 0,1 ouvert, donc la série converge. Et si la limite était par exemple exponentielle, e et non pas e de moins 1, elle serait strictement plus grande que 1, donc la série divergerait. Voilà pour le petit 4, donc règle de d'Alembert, à laquelle il faut absolument penser, surtout dès que vous avez une factorielle, des exposants, c'est assez typique. Ensuite, exercice 5, enfin question 5, un égale ln de n exposant moins n. Alors là, on est encore sur une série à terme positif, puisque le logarithme pour n assez grand est positif. Mais les équivalents, on ne le sent pas trop. Le critère de d'Alembert, ça sent très mauvais aussi. Donc de toute façon là, on a aussi un exposant qui varie. Qui dit exposant qui varie, dit passage à l'exponentielle. Donc on passe à l'exponentielle, alors il faut l'écrire proprement, même si c'est un petit peu surprenant peut-être au départ. Donc c'est a exposant b, c'est donc exponentielle de b ln de a, avec un a qui est plus grand que 1, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais c'est du logarithme de du a qui vaut logarithme de n. Donc logarithme de logarithme de n. Donc on a exponentielle de moins ln de n fois ln de ln de n. Alors on a transformé cette expression, donc quand n tend vers plus l'infini, bon bah il n'y a aucun problème, hein, ce qui est en exposant là-haut tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0, il n'y a pas de problème de divergence grossière. Voilà, le terme général tend vers 0, mais on sait que ça ne suffit pas, hein, c'est pas une condition suffisante, c'est seulement une condition nécessaire de convergence. Donc ce qui est là, il faut l'écrire autrement. Alors comment l'écrire autrement? Eh bien ici, en fait, apparaît un produit, c'est ln de n fois ln de ln de n. Et donc exponentielle a fois b, c'est exponentielle a exposant b. C'est ce que j'ai écrit, et il se trouve que exponentielle de moins ln de n, c'est exponentielle de ln de 1 sur n, et exponentielle de ln de 1 sur n, c'est 1 sur n. Donc finalement, on a l'égalité, et là, la difficulté, hein, c'était de penser à retransformer ceci en exposant en 1 sur n exponentielle de ln de ln de n. Alors, ça s'écrit aussi 1 sur n exposant ln de ln de n. Et donc là, ça m'amène à utiliser le critère dont je voulais parler tout à l'heure, et puis je me suis dit que non, c'était pas très pratique dans l'exemple 2. Par contre, dans celui-ci, le critère là va être très pratique. Alors, que se passe-t-il? Ici, on a du 1 sur n, avec un exposant qui est de plus en plus grand. Donc intuitivement, il faut essayer un petit peu de sentir les choses. La série des 1 sur n diverge, c'est vrai. Mais la série des 1 sur n carré, elle converge. Et regardez, quand n croît, le ln de n, enfin ln de n croît, et donc le ln de n croît, alors très très lentement, soit, mais ok, très bien, mais pour n assez grand, en tout cas, par exemple, ce sera plus grand que 2. Ce sera plus grand que 2, et donc l'exposant sera plus grand que 2, et donc on peut se dire qu'on aura quelque chose qui va être plus grand que du 1 sur n carré. Donc là, c'est l'intuition. Et donc, pour mettre cette intuition rigoureusement sur le papier, l'idée, c'est de multiplier par n carré. Et donc, si on multiplie par n carré, alors pourquoi n carré? Parce que la série sigma des 1 sur n carré converge. C'est une série de référence. C'est une série sigma des 1 sur n, puissance alpha, avec alpha qui vaut 2. Et donc, là, c'est une série convergente. Donc, on multiplie un par n carré. Alors ça, des fois ça peut être n carré, des fois ça peut être n puissance 1,01, quelque chose de strictement plus grand que 1. Là c'est qu'on a envie de prouver que ça converge. Alors quand on multiplie ceci, donc n carré un,
On trouve donc 1 sur n puissance ln de ln de n, qui c'est le fameux terme qui croît très 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 lentement vers plus l'infini, moins 2, bon bah très bien, mais quand n tend vers plus l'infini, l'exposant tend toujours vers plus l'infini, même lentement, et donc le n puissance cet exposant tend vers plus l'infini, le quotient tend vers 0. Et là où c'est intéressant, c'est que le quotient tend vers 0, ça signifie, rappelez-vous au niveau des équivalents, pardon, des petits taux, que un est un petit taux de 1 sur n carré. Puisque en fait, en multipliant par n carré, ça revient à diviser par son inverse, c'est-à-dire diviser par 1 sur n carré. Donc le quotient, enfin le produit n carré un est égal au quotient un sur 1 sur n carré. Un sur 1 sur n carré tend vers 0. Ça signifie que un est un petit taux de 1 sur n carré. Donc un est un petit taux de 1 sur n carré. Un est négligeable par rapport à 1 sur n carré. La série, d'après le critère de Riemann, sigma d1 sur n carré converge. Et le terme général qu'on a, nous, est un petit taux d'un terme général d'une série qui converge. Donc c'est un terme qui est, le un est négligeable par rapport à du 1 sur n carré. Donc la série sigma des un converge. Alors j'ai des personnes qui rentrent et qui sortent. Voilà. Ok. Donc sigma des 1 sur n carré converge. Et donc on a traité comme ceci la série numéro 5. Alors, série numéro 6, un égale racine de n plus cosinus n sur n carré. Alors là, on a un problème de signe potentiellement, puisque le cosinus peut être positif ou négatif. Mais le cosinus, pensez-y évidemment, il est majoré en valeur absolue par 1, donc il est compris entre moins 1 et 1. Il est compris entre moins 1 et 1, on rajoute racine de n, et donc dès que racine de n est plus grand que 2 par exemple, le numérateur sera plus grand que 1, et donc finalement on a réglé le problème du signe. Les variations du plus cosinus n qui rajoutent ou qui ajoutent un terme compris entre moins 1 et 1, donc on ne sait pas si avec racine de n on est un peu plus grand ou un peu plus petit, on s'en fiche un petit peu. Le cosinus n intuitivement ne va pas faire grand chose. Donc dans ces cas-là, le terme qui est prépondérant quand n est grand au numérateur, c'est racine de n. Donc l'idée, c'est de repasser par un équivalent. Le numérateur est équivalent à racine de n. Le dénominateur est équivalent à n carré. Racine de n, c'est n puissance 1 demi. Et n puissance 1 demi sur n puissance 2, c'est 1 sur n puissance 2 moins 1 demi, donc 3 demi. Et donc on a un équivalent ici, on a une série à terme positif bien entendu. Attention, si la série n'est pas à terme positif, pas d'équivalent, on n'a pas le droit à ce critère. Mais si la série est à terme positif, à partir là de n assez grand, à partir de n égale 4 par exemple, on est sûr qu'on est à terme positif, eh bien on peut utiliser les équivalents. Donc à nouveau, on a une série de type série de Riemann, sigma des 1 sur n puissance alpha, donc comme série de comparaison en quelque sorte. Le alpha c'est 3 demi, il est strictement plus grand que 1, il est fixe, attention, c'est important, strictement plus grand que 1, donc on a une série d'après le critère de Riemann qui converge. Donc notre terme général est équivalent au terme général d'une série convergente, donc la série converge. Voilà, je fais une petite... Donc voilà, donc pour revenir sur cette partie-là, donc on a effectivement, comme le faisait remarquer avec raison Noémie, dans l'expression qui est ici, on a un problème d'exposant qui varie, et donc ça ne permet pas de conclure sur la convergence de la série. On multiplie par n carré parce que intuitivement on se dit que la série converge. Et donc on va comparer en fait la série sigma des un avec la série sigma des 1 sur n carré. Donc le produit n de un est égal en fait, c'est une façon simplifiée d'écrire un sur 1 sur n carré. Et donc effectivement, comme le disait Noémie, en multipliant par n carré, on a encore ici là un exposant qui varie. Mais ce qui nous intéresse dans ce produit maintenant, c'est uniquement la limite.
et non pas le fait de savoir si l'exposant est enfin, fixe ou pas fixe, et il n'est pas fixe, donc ça ne permet pas de comparer directement une série on ne peut pas directement conclure sur la convergence de cette série-là, de cette série de termes général qui est ici, mais sur ce terme-là, en fait, ce qui nous intéresse seulement, c'est sa limite. Et donc sa limite ici, c'est 0. Donc là, il n'y a pas de difficulté technique là, sur le calcul de la limite. La limite, c'est 0. Et donc, puisque la limite, c'est 0, ça signifie donc que un est un petit o de 1 sur n carré. Alors donc, ce que je viens de rajouter comme explication, c'est que si la limite était non pas 0, mais si c'était une constante. Alors je vais prendre une constante assez simple pour commencer, donc 1 par exemple. Eh bien, si la limite est 1, ça signifie dans ces cas-là que un sur 1 sur n carré tend vers 1, donc un est équivalent à 1 sur n carré. Et donc là, à nouveau, on pourrait conclure par le critère de Riemann, un est équivalent à 1 sur n carré, sigma des 1 sur n carré converge, c'est du Riemann, et donc sigma des un converge. Alors si on avait non pas 1, mais j'ai pris l'exemple de pi sur 18, eh bien si n carré un tend vers pi sur 18, c'est très bien aussi, puisque dans ces cas-là, il suffit de diviser par pi sur 18 à gauche et à droite. Et donc dans ces cas-là, on aurait donc 18 sur pi n carré un tend vers 1, et donc on a encore un équivalent de un à 1 sur n carré fois une certaine constante, donc pi sur 18. Dans tous les cas, si la limite est finie, c'est intéressant. Le problème serait si la limite est infinie ici. Alors elle est infinie, bah pourquoi? Entre autres parce que le n carré fait tendre les choses vers plus l'infini. Donc là on ne pourrait pas conclure si la limite était plus l'infini. Et donc l'idée dans ces cas-là, bah, c'est de se dire, si vous pensez que votre série de termes général un converge, eh bien peut-être que le 2 est un exposant trop grand et donc il faut prendre un exposant plus petit. Donc par exemple 5 quarts, voilà 1,25. Et peut-être que n exposant 1,25 fois un tend vers 0. Peut-être que n2 un tend vers plus l'infini, mais n exposant 1,25 un tend vers 0. Ça peut très bien arriver sur certaines séries. Et dans ces cas-là, on a quand même un qui est un petit o de 1 sur n puissance 5 quarts. Et donc dans ces cas-là, le 5 quarts est plus grand que 1, donc un est un petit o d'une série, du terme général d'une série convergente, et donc sigma des un convergerait. Voilà, donc j'ai enregistré, comme ça vous pouvez réécouter à nouveau. Et puis je vous propose de passer à l'exercice 2, et puis après, s'il y a encore des questions sur l'exercice 1, on reviendra dessus, il n'y a pas de problème. Alors, l'exercice 2 est un petit peu plus subtil, donc on commence à rentrer sur des résultats un peu plus généraux sur les séries. Donc on a une série sigma des AN à terme réel positif, et on sait qu'elle converge. Et il faut montrer que la série sigma des A indice 2n converge. Alors, intuitivement, c'est à peu près évident, puisque en fait, si on prend sigma des A indice 2n, eh bien dans cette série, on va avoir A0, A2, A4, A6, A8. En fait, on aura tous les termes d'indices pairs. Il n'y aura aucun terme d'indice impair. Donc en fait, on soustrait, enfin, par rapport à sigma des AN, on ne fait pas apparaître les termes d'indice impair. Donc on a moins de termes, donc ça risque d'être moins grand et donc ça devrait converger. Mais bon, ça, c'est des maths de couloir, hein, c'est pas des maths de comptoir, même si vous voulez. Ça réouvre aujourd'hui. Donc c'est pas très rigoureux. Donc sigma des AN converge, comment démontrer que cette série converge? Eh bien là, le critère de convergence, ce qui permet d'affirmer, il faut revenir à la définition dans ces cas-là, et il faut prendre la suite des sommes partielles. Donc la suite des sommes partielles, donc c'est la suite sigma de k égale 0 à grand N du terme général, donc des A indices de k. Donc on somme de façon partielle les termes de la série, donc on s'arrête à un certain grand N ou petit n, peu importe. Donc moi ici je l'ai appelé grand N. Donc on regarde la somme partielle, et comment montrer, donc il faut montrer que cette somme partielle est une somme convergente. Donc comment montrer qu'elle converge? Eh bien on est sur une somme de termes positifs. Donc on est sur une somme partielle
où on est sur des termes positifs. Quand grand N croît, eh bien on rajoute des termes positifs, on ne modifie pas ce qu'on a déjà sommé, donc on rajoute des termes positifs, donc on a une somme qui est à terme positif et qui est croissante. Quand grand N croît, la somme ici, qui dépend de grand N, est croissante. Donc on a une somme partielle croissante, c'est une suite croissante. Comment montre-t-on qu'une suite croissante converge? Eh bien, il faut montrer qu'elle est majorée. Donc ce qu'on fait ici, eh bien, c'est le dernier terme, c'est le A indice 2K. Et donc comme le dernier terme est le A indice 2K, eh bien là on peut se dire, bah ouais, le dernier terme c'est A indice 2K, donc on somme là-dedans tous les A indice 2K, mais il n'y a que les termes pairs. Donc, que les termes d'indice pairs, pardon. Donc si je rajoute ceux d'indice impair, bah, ça va être un petit peu plus grand. Et donc c'est pour ça qu'on peut affirmer la majoration ici, où on majore par la somme partielle, mais jusqu'à 2n, de la série. Et donc cette majoration ici-là, c'est parce qu'on a rajouté les A indice 1, A indice 3, A indice 5, etc., etc. Et que tout le monde est positif ici. Attention, cette majoration dépend de 2 grands N. Alors là, on va vous attendre là-dessus, c'est très clair. Vous avez une majoration qui dépend de grand N. Quand vous voulez montrer une majoration et vous voulez dire la suite des sommes partielles, celle que je vais entourer là à l'instant, j'arrive pas à la voir, où est-ce qu'elle est? Voilà, la suite des sommes partielles, celle que j'entoure là, est majorée. Si vous voulez dire qu'elle est majorée, le majorant ne doit pas dépendre de grand N. Donc il faut encore majorer ici. Et donc là, on a une série convergente, série à terme positif convergente, et donc une série à terme positif convergente est majorée par sa somme. Donc comme elle converge, là on peut écrire la somme de k égale 0 à plus infini dak. Ceci désigne la somme de la série. Donc la limite de ce qui est à gauche quand grand N, ou quand le 2 grand N, c'est pareil, tend vers plus l'infini. Donc ça c'est un nombre qui est indépendant, un nombre réel, positif, indépendant de grand N. Donc là, on a bien majoré ce qui est encadré par un nombre indépendant de grand N. Et donc là, la série qui est croissante, donc ou la somme partielle qui est croissante, j'aurais plutôt dû écrire la somme partielle, est donc croissante, majorée, et donc elle est convergente. Donc sigma des A de K converge. Sigma des A de K converge, donc on a le droit d'écrire maintenant, puisque ça converge, on a le droit d'écrire la somme des A 2n avec n égale 0 à plus l'infini. Maintenant ça a un sens puisqu'on sait que ça converge. La somme jusqu'à plus l'infini désigne la somme des termes, donc c'est un nombre réel, mais comme pour chaque grand N, la somme partielle est majorée par le nombre de droites. En fait, ce qui est encadré, la somme partielle, c'est une suite. Tous les termes de la suite sont majorés par le nombre ici, la somme de 0 à plus l'infini. Donc ce nombre-là majore tous les termes de la suite, donc ce nombre-là majore la somme de la série. Attention, même si on avait des majorations strictes ici, à la limite, on ne peut affirmer autre chose qu'une majoration large, par contre. Mais bon, on nous demande rien de plus qu'une majoration large. Donc, d'où la majoration. Pour le petit 2, alors le petit 2, il est méchant, j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'ai un petit peu galéré moi-même. UN égale racine carrée de A2n à n. Alors, si vous avez travaillé énormément, et bien là, vous avez un réflexe, c'est-à-dire que ça va vous faire penser donc, à une inégalité qu'on a vue en début d'année, tout début d'année. Et donc, il faut travailler sur une inégalité ici. Donc, on a une série, et donc il faut essayer de montrer qu'elle converge. En fait, c'est l'idée, c'est même pas écrit en plus qu'elle converge, il faut étudier la nature. Donc, moi, je vous le dis, elle converge. Et comment démontrer qu'elle converge? Eh bien, il faut essayer de majorer. Donc un équivalent, là, c'est quoique on n'a pas vraiment d'équivalent, parce que on n'a pas d'équivalent de A2n, on n'a pas d'équivalent de AN. Sur des exemples précis, oui, mais pas de façon générale comme là. Donc les équivalents, ça marche pas. Donc l'idée qu'on peut pas faire d'équivalent, c'est un petit peu comme dans l'exercice 1, eh bien on va travailler sur des inégalités. Alors je sais que c'est moins intuitif, c'est moins évident. Donc il faut essayer de majorer. Et comment majorer ceci? Eh bien, ça vient d'une identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré est positif, donc 2ab est majoré par a carré plus b carré pour tout a et b réels positifs. Et donc, si on fait ça, et que on remplace a
et b par racine de a et racine de b. Donc attention, hein, l'idée c'est de remplacer a par racine de a et de remplacer b par racine de b. Donc on va trouver 2 racines de ab est majorée par a plus b. Je divise le tout par 2 et donc ça fait racine de ab est majorée par 1 demi de a plus b. Et voilà la majoration à utiliser. Racine carrée de AB est majorée par 1 demi de A plus B. Une fois qu'on a cette idée-là, cette majoration-là, ça y est, c'est gagné. Mais j'avoue qu'il fallait y penser et moi-même, ça m'a pris un petit peu de temps, ça saute pas aux yeux. Donc là, c'est à force de faire des exercices de maths, vous rencontrerez cette inégalité-là une fois, deux fois, trois fois, puis la quatrième fois, vous y penserez vous-même. Mais bon, c'était pas très gentil de ne pas la donner. Voilà, donc une fois qu'on a cette majoration-là, eh bien, on va appliquer ceci. Donc on va majorer le UN tout simplement par maintenant 1 demi de A2N plus AN. Et une fois qu'on a cette majoration-là, eh bien, ici à droite, on a le terme général d'une série convergente. On a ici le terme général d'une série convergente et on utilise des résultats assez intuitifs, je pense, sur les séries convergentes. La somme de deux séries convergentes est une série convergente. La série dont le terme général est celui d'une somme de termes de séries convergentes converge. Le fait de multiplier par un demi, ça ne change rien à la convergence. Et donc voilà, on a majoré UN par une série convergente. Donc si UN est majoré par une série dont une série convergente, ou plutôt UN est majoré par le terme général d'une série convergente, par des opérations sur les séries convergentes, eh bien sigma des UN converge. Voilà. Donc le terme général ici, c'est le terme général d'une série convergente. Alors, pour l'exercice 3, donc en utilisant une comparaison série intégrale, donc il faut donner un équivalent de la série Sn. Alors là, je dirais que l'énoncé est un petit peu même gentil, puisqu'on vous dit qu'utiliser une comparaison série intégrale. Il est clair que sur un exercice d'oral de spé ou d'oral de concours, là on va vous dire, bah voilà, Sn égale sigma de k égale 2an d1 sur k ln de a, donner un équivalent de Sn. Point final. Et on attendra très clairement que vous pensiez à une comparaison série intégrale ici. Alors, comme vous ne l'avez pas fait vous-même beaucoup, on va le faire. Donc, il faut considérer la fonction qui est définie par le terme général de la série, donc la fonction qui a x associe 1 sur x ln de x. K commence à 2, donc on va la définir sur 2 plus l'infini, et sur 2 plus l'infini, il n'y a aucun problème de définition. Donc on va bien dans R. Quand on fait une comparaison série intégrale, on doit avoir une fonction décroissante, c'est bien le cas CAS ici, et donc elle est décroissante, et donc ensuite on travaille sur un petit intervalle de longueur 1, donc là j'ai choisi k plus 1 avec k un entier. Donc sur cet intervalle k plus 1, ça signifie donc que notre variable x est dans k plus 1, et donc on commence par cet encadrement-là, x compris entre k plus 1, et puis après c'est assez naturel, donc on applique la fonction, enfin non j'ai d'abord appliqué le x ln de x, donc la fonction qui a x associé x ln de x est croissante, donc on conserve les inégalités ici, je suis passé à l'inverse, donc on pourrait passer directement là en disant bah, la fonction est décroissante, donc on change l'ordre des termes, l'ordre des images est inversé par rapport à l'ordre qui est ici. Et donc on a 1 sur k plus 1 ln de k plus 1, majoré par 1 sur x ln de x, majoré par 1 sur k ln de k. Une fois qu'on a ça, on utilise, je ne l'ai pas écrit, la croissance de l'intégrale. On a une fonction f qui est majorée par une fonction g qui est majorée par une fonction h. Tout le monde est défini sur k plus 1, donc l'intégrale de f est majorée par l'intégrale de g, majorée par l'intégrale de h. Bon, c'est pas le même f qu'au-dessus. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais à gauche, il n'y a pas d'intégrale. Pourquoi il n'y a pas d'intégrale? Tout simplement parce qu'on intègre un terme constant, une fonction constante, sur k plus 1. Et donc, l'intégration d'une fonction constante sur k plus 1, c'est la valeur de la constante fois la longueur de l'intervalle. Et la longueur de l'intervalle, k plus 1, eh bien, c'est 1. Donc, fois 1 que j'ai même pas écrit. Et donc, on a directement 1 sur k plus 1 ln de k plus 1. C'est exactement la même chose à droite, on a intégré sur k plus 1 une fonction constante, donc c'est la valeur de la constante fois k plus 1 sur k plus 1,
Non, pardon. C'est la constante 1 sur k ln de k multipliée par la longueur de l'intervalle qui vaut 1, que j'ai même pas écrit le fois 1. Voilà. Et donc on a l'encadrement de l'intégrale de k à k plus 1 de notre fonction f. Ensuite, très classiquement, donc on somme, donc, alors attention, il n'y a surtout pas d'équivalent, hein. Jusqu'à présent, il y avait des équivalents, jusque la ligne là. Par contre, euh, l'encadrement qui est ici, donc la ligne là où je suis, hein, cette ligne là, en fait, on a une infinité ou un trait pour chaque n plus grand que 2, en fait, pour chaque k pardon, plus grand que 2, on a un encadrement. Donc on a une infinité d'encadrement. Et donc, je dis bien donc, on en déduit que on peut sommer les encadrements. Par contre, la somme qui est ici ne nous permet pas de revenir en arrière, hein. C'est pas parce que, par exemple, a plus b est plus grand que c plus d, pour des réels quelconques a, b, c et d, a plus b plus grand que c plus d, ça ne permet pas d'affirmer que a est plus grand que c et que b est plus grand que d. C'est faux. Donc, il faut bien mettre ici une implication dans ce sens-ci. Voilà. Donc on somme tout le monde entre 2 et n. Alors ensuite, la somme des intégrales, donc c'est la relation de Chasles, hein, c'est l'intégrale de 2 à 3, plus l'intégrale de 3 à 4, plus l'intégrale de 4 à 5, etc. Donc jusqu'à n plus 1, donc c'est l'intégrale de 2 à n plus 1. Ça c'est bien. Et puis les sommes à droite et à gauche. Alors à droite, on a exactement la somme de 2 à n. Alors j'ai sommé exactement de 2 à n pour faire apparaître Sn. Voilà, c'est la somme de 2 à n des 1 sur k ln de k. Donc c'est ce qui apparaît à droite. Alors en général, il y a un côté où ça paraît à peu près de façon sympathique, et puis après, de l'autre côté, c'est un petit peu moins sympathique, donc il faut tripatouiller un peu les choses. Donc comment est-ce qu'on tripatouille les choses? Et bien tout simplement en faisant un petit changement d'indice. Donc là, la somme de 2 à n, eh bien on va passer ici les k plus 1 en k, donc ça va donner une somme de 3 à n plus 1. Alors la somme de 3 à n plus 1, on n'est pas très content parce que nous voudrez commencer à 2 puis s'arrêter à n. Donc un grand coup de Robin des Bois, vous rajoutez, vous soustrayez ce qui vous arrange ou ce qui vous dérange. Bon, le tout c'est de faire réapparaître Sn, et c'est vraiment ça le plus important. Donc voilà, on a bien encadré notre intégrale par Sn à gauche et à droite. Et puis à gauche, il y a des petits trucs en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien oui, le but, c'est d'encadrer le Sn. Donc on encadre Sn, donc on a la minoration qui est déjà donnée par la majoration de la ligne précédente, donc la minoration ici elle est intuitive, et puis la majoration, eh bien les deux termes qui sont en plus ici, là il faut les passer à droite, et donc on obtient comme ceci la majoration de Sn. Voilà, alors une fois qu'on est là, il faut trouver un équivalent. Alors, on remarque tout de suite que eh bien, Sn tend vers plus l'infini. Donc, le quotient, en fait, ce qu'on veut ici, c'est l'équivalent. Alors, c'est que j'hésite un peu dans mon explication parce que je suis allé rapidement, le passage de là à là sur l'équivalent est rapide. Donc, il va falloir que j'explique un petit peu les choses. Donc l'idée, pour avoir un équivalent, rappelez-vous, démontrer que Sn est équivalent alors, à quelque chose qui dépend de n ici, donc je vais l'appeler In pour intégrale qui dépend de n. Donc Sn équivalent à In, ça signifie que Sn sur In, le quotient tend vers 1. Et donc le quotient tend vers 1, donc le In c'est l'intégrale qui est à gauche ici, donc il faut imaginer que dans l'encadrement qui est ce dernier encadrement là, on va diviser tout le monde par l'intégrale. Alors à gauche, on va trouver 1, c'est très bien. À droite, le premier terme, ce sera 1 aussi. Et puis il va rester les deux termes qui sont ici, là. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, le 1 sur 2 ln de 2, donc on le divise par l'intégrale. Alors, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, l'intégrale tend vers plus l'infini. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit. Ça aurait été bien de l'écrire. Donc, le 1 sur x ln de x... Alors, comment démontrer que ça tend vers plus l'infini? Alors, soit vous en avez une primitive directement, soit, on peut faire une comparaison. 1 sur x ln de x est plus grand que 1 sur x, pareil. Ah non, c'est plus petit.
Euh, euh, alors ça va être... attendez, il faut que je me concentre un petit peu. Euh, alors de toute façon, on n'a peut-être même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de démontrer que ça tend vers plus l'infini en fait. Bon, dans tous les cas, on additionne ici une fonction qui est positive. Donc on additionne une fonction positive, donc l'intégrale est positive. Donc quand n croît, l'expression qui est ici, donc ce que j'ai appelé n, qui dépend de n, croît. Donc ça croît, c'est positif, donc soit c'est majoré et ça tend vers un nombre réel positif, soit ça tend vers plus l'infini. Ah ouais, si, on en a besoin à cause du 2 ln de 2. Donc il faut démontrer que ça tend vers plus l'infini. Donc le 1 sur x ln de x, excusez-moi, je suis en train de prendre un petit papier en même temps. 1 sur x ln de x. Il faut démontrer que c'est plus grand que 1 sur quelque chose. Donc ça revient à démontrer que le x ln de x est plus petit que... Alors, c'est plus petit que x puissance... quoi euh, x puissance... euh, alors c'est plus petit que... le x ln de x est plus petit que x2 par exemple. Euh, voilà. Et donc, alors le x2, ça permet pas de démontrer que ça tend vers plus l'infini. C'est ça qui m'embête. Euh, Attendez, excusez-moi, je coupe l'enregistrement. Donc on a une primitive de 1 sur x ln de x en ln de ln de x. Et donc ceci peut s'écrire sous la forme ln de n plus 1 moins ln de ln de 2. Donc ça tend bien vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Ce qui fait que pour revenir à mon histoire de quotient, donc si dans le dernier encadrement ici on divise tous les termes par le in, donc l'intégrale de 2n plus 1 de 1 sur x ln de x dx. À gauche, on a 1. À droite, on a Sn sur in. À droite, on a 1 plus. Alors, on a à voir 1 sur 2 ln de 2 sur in, mais in tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Et ceci tend vers 0 déjà, donc on redivise par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc de toute façon, ça va tendre vers 0. Donc à gauche et à droite, on a des limites qui valent 1, et donc Sn sur In, par le théorème d'encadrement des gendarmes, tend vers 1, et donc Sn est équivalent à In. Oui, Théophile, je t'écoute. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser directement la proposition 15? Et dans ce cas-là, on dit que l'intégrale de 2n plus 1 sur 1 ln de t dt est inférieur ou égal à Sn, qui est inférieur ou égal à euh, 1 sur 2 ln de 2 plus l'intégrale de 2n Ah, de 1 ln. c'est-à-dire le résultat du cours par l'encadrement, l'encadrement que j'avais mis en cours, c'est ça? Exactement, oui. Oui, alors évidemment, je l'ai mis en cours, donc tu peux l'utiliser, il n'y a aucun souci. Maintenant, moi, je déconseille très très fortement d'apprendre ce genre de formule par cœur, parce que tu as autre chose à mettre en mémoire et ça se retrouve très rapidement. Et en plus, l'apprendre par cœur, franchement, c'est source d'erreurs très rapides. Est-ce que là, il faut s'arrêter à n ou aller jusqu'à n plus 1? Quels sont les termes qu'on va rajouter, qu'on va soustraire? Enfin, franchement, les différentes implications ici sont vraiment suffisamment rapides à faire pour refaire la démarche à chaque fois. Donc, refais ta démarche, franchement. Si vraiment tu veux l'apprendre par cœur, apprends-le par cœur, mais moi je vois aucun intérêt à apprendre ça par cœur, quoi. D'accord. Voilà. Mais du coup, est-ce que quand on arrive à la dernière ligne des implications, là, Oui, l'encadrement là, ouais. euh, est-ce qu'on peut tout de suite calculer les intégrales des deux côtés et dire que bah, des deux côtés, ça tend vers l'infini? Oui. Donc, on choisit un côté de l'inégalité pour faire l'équivalent. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, oui,
maintenant, je peux le faire pour faire un peu plus proprement ce que tu viens de dire. Ça n'empêche que si c'est un équivalent, pour démontrer un équivalent, le mieux est de dire on passe par le quotient. Donc tu as raison, hein. L'intégrale là tend vers plus l'infini, l'intégrale là tend vers plus l'infini. Les deux autres termes, il y en a un qui est constant. Alors, si oui, ce que tu peux dire, c'est que pour le faire plus proprement, lui est constant et lui tend vers zéro. Et l'intégrale tend vers plus l'infini. Donc à partir de là, l'intégrale est prépondérante devant le 1 sur 2 ln de 2 et prépondérante devant le 1 sur n plus 1 ln de n plus 1. Donc ça signifie que le terme de droite est équivalent à l'intégrale. Le terme de gauche est équivalent à l'intégrale et par encadrement, le Sn est équivalent à l'intégrale. Mais soit tu passes par le quotient, très classiquement, pour dire bah, je veux démontrer un équivalent, donc je regarde le quotient et mon quotient tend vers 1. Soit tu es obligé quand même de traiter d'une certaine façon le 1 sur 2 ln de 2 et le 1 sur n plus 1 ln de n plus 1. Et donc dans ces cas-là, il faut parler de termes qui est négligeable par rapport à un autre ou de termes qui est prépondérant par rapport à un autre. Pour faire les choses un peu proprement quand même, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que mon doux par quotient là est un peu violent. Si on me demande des explications, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même passer par de la prépondérance ou des équivalents. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, Ça va? merci Ouais. monsieur. Ok. D'autres questions ou pas sur ce thème-là ou pas? Je mets un petit peu en pause. Pour terminer, une fois qu'on a l'équivalent, effectivement, on aurait pu intégrer. Oui, bah, la primitive était devant mes yeux en plus. Donc on aurait pu intégrer rapidement le 1 sur x ln de x. Voilà, et donc en fait, l'intégrale ici vaut ln de ln plus 1 moins ln de ln de 2. Le ln de ln de 2 est négligeable par rapport au ln de ln de n plus 1 qui tend vers plus l'infini. Donc la différence ici est équivalente à ln de n plus 1. Et je ne l'ai pas écrit, mais on peut démontrer assez simplement que le ln de n plus 1 est équivalent à ln de n. Alors attention, il ne s'agit pas de composer à gauche hein, par ln. On a je suis bien d'accord, n plus 1 qui est équivalent à n, mais démontrer que ln de n plus 1 est équivalent à ln de n. À nouveau, pour le démontrer, il faut passer par le quotient. Donc c'est pas très compliqué. Par exemple, n plus 1 ici, vous l'écrivez sous la forme 1 plus n facteur de 1 plus 1 sur n. Et donc on a du ln de n fois 1 plus 1 sur n, et donc ça c'est du ln de n plus du ln de 1 plus 1 sur n. Bon, il y a un petit travail technique hein, pour démontrer que ln de n plus 1 est équivalent à ln de n. Pensez à utiliser, à faire apparaître un logarithme d'un produit, et donc le n plus 1, pour se dire que il se comporte comme n, et bien l'idée c'est de factoriser par n. Donc n fois 1 plus 1 sur n. Voilà, il y a un petit travail technique. Enfin bon, en tout cas, on arrive à un équivalent de ln de n, et donc Sn est équivalente à ln de n. Donc on a bien une convergence, une divergence pardon, de la série Sn, hein, je reprends, hein, c'est bien une série de termes général positifs. Donc on a une série divergente, mais ce qui est intéressant dans ce résultat encadré, c'est qu'on sait comment elle diverge. Voilà, elle tend vers plus l'infini, mais on a un ordre de vitesse de divergence, si vous voulez, une comparaison, on sait comment est-ce que cette série diverge vers plus l'infini. Donc à la même vitesse que ln de n, pour le dire simplement, de façon asymptotique. Oui, Arthur, question? Non, c'était Evan, mais j'ai une question. Ah oui, ok.